Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 10 juillet pour échanger avec vous autour de cet exercice de redevabilité briefing hebdomadaire. Vous savez que nous avons mis en place ces cadres pour nous permettre de vous informer régulièrement sur les activités du gouvernement. Vous avez suivi que le vendredi dernier, nous avions eu un conseil de ministres avec le président de la République et les membres du gouvernement où nous avons passé en revue la situation générale du pays. Et au cours de ce conseil, nous sommes revenus sur l'événement que nous attendons tous dans 18 jours, à savoir l'organisation des Jeux de la francophonie, pour lequel le gouvernement a mis le petit plat dans le grand. Vous savez que les infrastructures destinées à accueillir les différentes compétitions sportives ont été apprêtées, les derniers coups de balai sont en cours, mais qu'il y a des dispositions qui sont prises aussi tant au niveau sécuritaire pour assurer la sécurité des athlètes durant la compétition et de toutes les délégations qui vont arriver. On les attend par milliers. Et vous savez aussi que la santé est une des préoccupations principales qui concerne l'organisation de ces Jeux, parce qu'il est question de s'assurer que les athlètes qui viendront en cas d'urgence, quelles sont les mesures qui sont prises. Mais vous avez tous suivi avec nous le procès qui a été organisé il y a quelques jours, parce que vous le savez, nous le disons de manière régulière en Conseil de ministres. Le Premier ministre est encore revenu sur la nécessité pour le gouvernement de travailler, notamment avec les provinces, pour lutter contre le banditisme urbain. Et à Kinshasa, nous avons assisté ces derniers jours à des coups de filet. D'abord, ces milliers des Koulouna qui ont été arrêtés ou présentés au stade de Martyrs. Mais ensuite, vous avez vu qu'on a arrêté ce qu'on a présenté comme les responsables de cas de kidnapping à Kinshasa. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations et la plupart ont été condamnés à perpétuité. Toutes ces choses sont faites sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui nous fait l'honneur de venir pour la première fois dans ces cas de redevabilité. Monsieur le vice-premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cette question aussi autour de la prise en charge médicale de la compétition qui va arriver dans 18 jours exactement. Mais nous avons aussi entendu beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a des trafics d'organes à la suite des cas de kidnapping qui ont été relevés. Je pense que ce soir, nous avons un homme qui est habilité, qui pourra aussi revenir sur ces sujets pour donner des éclaircissements suivant son regard de médecin. Dr Olen, vice-ministre de la Santé, bonsoir et bienvenue dans ce cas de redevabilité. Nous allons commencer cet exercice. Je veux donc passer la parole au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité coutumière, pour qu'il puisse nous brosser plus ou moins rapidement l'état de la situation sécuritaire spécifiquement pour la ville de Kinshasa et comment nous nous préparons pour ces Jeux. Et surtout qu'il y a eu de procès, monsieur le vice-premier ministre, nous vous avons entendu vous-même vous plaindre de la suite réservée au cas des criminels qui sont arrêtés. Nous espérons que cette fois-ci, vous allez vous assurer qu'ils répondent de leurs actes et que les peines qui leur ont été infligées soient appliquées jusqu'au bout. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Bonsoir les amis de la presse. Je suis heureux de participer dans cette émission aujourd'hui. Je vais me prêter à quelques-unes de vos questions. Mais comme l'a dit monsieur le ministre de la Communication, on parle des problèmes sécuritaires dans la ville de Kinshasa. Ça part du vrai à l'imaginaire. Ce qui est vrai qu'il y a une certaine forme d'insécurité, communément appelée Koulouna. Il s'agit de jeunes gens qui s'organisent en bande, qui s'attaquent d'abord entre gangs, mais aussi s'attaquent à des paisibles citoyens qui vont à leurs occupations. Ce phénomène, nous l'avons trouvé, ça date de longtemps. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que toutes mes actions sont focalisées sur cet objectif. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode
il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion. Moi, en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays, j'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. On a arrêté, comme l'a annoncé M. le ministre de la Communication, un bon nombre de ces Koulouna. Il y a aussi une nouvelle forme de criminalité qui a vu jour. C'est ce qu'on appelle les kidnappeurs. Ces gens qui prennent les autres en otage, les dépouillent de leurs biens, les séquestrent parfois et même parfois leur causent des dommages corporels. Et la police, motivée aujourd'hui, est en train de faire ce travail. Je ne saurais pas rentrer dans les détails pour expliquer comment nous procédons pour des raisons de stratégie, mais néanmoins, les résultats sont là. Nous sommes en train de faire sentir l'autorité de l'État, puisque l'État reste au-dessus de tout le monde. Personne ne peut défier l'État indéfiniment. Nous continuons ce travail et je pense que d'ici là, puisque nous allons intensifier des actions, nous avons d'abord ciblé Kinshasa comme la ville test pour voir l'efficacité des méthodes que nous sommes en train d'appliquer. Et après quelques jours, nous allons étendre dans nos provinces, partout où il y a l'insécurité, afin que nous puissions juguler cette situation qui nous frappe tous, puisque l'insécurité peut frapper tout le monde. Il y a aussi une autre forme d'insécurité, c'est celle qu'entretient les groupes d'Imobondo. J'espère que vous en connaissez un peu plus. Tout est parti d'un conflit de terres à Kwamout, où les Yaka et les Teke originaires se sont disputés des terres. Et ce phénomène s'est étendu dans d'autres provinces, notamment Kwango, Kwilu, Kinshasa. Aujourd'hui, on parle de ces individus qui s'éparpillent même jusque dans les Congo central. Le gouvernement n'a pas croisé les bras. Avec la police et l'armée, des actions ont été entreprises. Nous avons maîtrisé la situation à Kwamout. Aujourd'hui, Kwamout vit dans la paix. C'est quelques groupes de gens, ils se sont retranchés dans la profondeur. Nous sommes en train de nous organiser pour les traquer là où ils sont. J'espère bien que dans les jours qui viennent, nous allons éradiquer les phénomènes Mobondo, puisque le gouvernement est plus que déterminé à mettre fin à cette insécurité pour que nos populations puissent vivre dans la paix. Voilà, Monsieur le ministre. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, et merci pour vos mots introductifs. Nous aurons l'occasion de revenir sur les deux aspects que vous avez abordés, parce que la question de Kwamout est une question essentielle. Je dois rappeler qu'il y a quelques jours, vous aviez tenu la conférence sur la sécurité des élections, une grande réunion autour de la sécurité des élections. Il y a évidemment la question de nos compatriotes de Kwamout, s'ils voteront ou voteront pas, seront-ils enrôlés ou pas. Je veux me tourner du côté du vice-ministre de la Santé. Nous savons que nous sommes en train de préparer les Jeux de la francophonie. Nous aurons l'occasion avec les professionnels des médias de descendre sur terrain, voir l'évolution de travaux et des différents sites. Mais nous voulons, docteur, que vous puissiez nous dire à ce jour où est-ce qu'on en est sur notamment, on a parlé des ambulances de type A ou de type C qu'il fallait impérativement avoir, sinon des délégations ne viendraient pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne les dispositions sanitaires pour la bonne prise en charge des athlètes durant les Jeux qui commencent le 28 prochain? Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Ministre. Je voudrais rassurer la communauté qu'au niveau du ministère de la Santé, toutes les dispositions sont prises et à ce jour, nous allons accueillir les Jeux avec une sécurité médicale. Vous avez suivi que les ambulances sont arrivées hier.
Sur un total de 20, on a déjà reçu 16 de type A et localement, il y avait déjà des ambulances de type C qui pourront servir. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour expliquer aux gens, parce que les gens parlent de cette catégorisation d'ambulances sans peut-être comprendre de quoi il s'agit. Une ambulance de type A, c'est une ambulance qui assure un transport alité d'un malade, mais un malade qui ne va pas entrer en détresse respiratoire. Donc, les cas les plus simples. L'ambulance de type B, c'est l'ambulance qui va prendre un malade qui est un peu plus sévère, mais où on peut aussi réaliser des soins d'urgence, mais ce malade est un peu plus préoccupant. Enfin, on a les ambulances de type C, qui sont elles des ambulances de soins intensifs. C'est-à-dire une ambulance où un malade peut être en coma, on peut l'intuber, le ventiler et le transporter comme si on était dans un service de soins intensifs. Ça existe déjà au pays. Enfin, on a des ambulances de type D qui sont, elles, des ambulances destinées à prendre plus d'un malade. Voilà. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, la norme de l'EIF nous exige d'avoir des ambulances de type A et nous avons le plaisir de vous annoncer qu'elles sont déjà arrivées et stockées à Kinshasa. Et nous recevons d'ailleurs ce soir les équipements pour assurer les Jeux en toute sécurité. Quels sont ces équipements qu'on va recevoir? Ce sont notamment les défibrillateurs. Vous savez que les sportifs sont exposés à la mort subite. Vous avez suivi certains footballeurs qui sont morts sur les terrains de foot. Et donc nous nous sommes assurés pour que pendant ces Jeux, partout où ils soient, même s'ils font un arrêt cardiaque, nous avons de quoi les réanimer et les gens ont été formés quant à ceux. Ensuite, concernant les médecins, nous avons procédé à la formation pour la gestion d'un afflux massif de blessés. On appelle ça le plan blanc. Ça permet justement aux équipes de trier rapidement et de transférer vers des sites sécurisés. Donc voilà un peu de manière ramassée pour vous dire que nous nous sommes déjà préparés et nous sommes prêts pour les Jeux de la francophonie. Voilà, il y a une question pendante à laquelle vous devez répondre tout à l'heure. On dit qu'il y a du trafic d'organes à Kinshasa. Docteur, est-ce que cela est faisable? Bon, là encore, je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très, très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Et ici à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très très difficile. Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Les gens qui le font, c'est vrai que c'est de manière illégale. Mais pour le faire techniquement, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas moins de 6 à 12 heures, parfois 20 heures. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a kidnappé à 6 heures et à 6h30, il vous dit, on m'a retiré un rein. Ce n'est pas possible. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise,
ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. Nous espérons les avoir avec l'avenir, mais ça demande des années et des années de formation. Voilà, peut-être qu'on aura de cours d'anatomie pour situer le rein dans le corps humain. On en a appris, on en apprendra sûrement ce soir. On va commencer la série des questions avec... Je vous en prie, monsieur le vice-premier ministre, allez-y. À ce que vient de dire monsieur le vice-ministre, au niveau des services, nous n'avons jamais rencontré un rapport quelconque qui confirme les cas des transplantations ou de trafic d'organes, voilà, un réseau de trafic d'organes. Nous n'avons jamais reçu un tel cas et nous sommes à la recherche de cette information. Si cela s'est fait dans la ville de Kinshasa ou ailleurs, que les victimes se manifestent pour que nous puissions attester. Mais à ce jour, jamais nous avons reçu un tel cas. Ceux qui racontent, ils le disent peut-être pour le plaisir de le dire, mais les services, nous n'avons pas intérêt du tout à cacher des crimes qui seraient en train d'être commis sur notre sol, sinon nous serions complices. Donc, nous n'avons jamais enregistré un seul cas où on a amené une personne amputée d'un organe du corps. Voilà. Voilà, merci. On va commencer avec M. Grace Hamzaki de Radio Okapi. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur qui vient justement de nous expliquer et de confirmer qu'il n'y a pas de révélations quant à ceux, et même le vice-ministre de la Santé. Moi, je reviens au procès, monsieur le ministre. Selon vous, est-ce que vous êtes satisfait de ce procès, de la manière dont le procès s'est déroulé? Parce que les présumés ou alors les criminels semblaient avoir suffisamment d'éléments ou des révélations à faire, mais l'opportunité ne leur a pas été offerte. Selon vous, cela a été bien fait ou alors cette condamnation ou ce procès peut avoir un impact positif sur le terrain? Merci. Il y a des choses. La première, c'est les procès sur les faits pour lesquels les prévenus ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pour un certain nombre d'infractions, notamment l'enlèvement, les coups et blessures volontaires, vol et tant d'autres infractions. Mais il se peut qu'au cours du procès, que les criminels ou toute autre personne puisse apporter des faits nouveaux. Et lorsque des faits nouveaux sont apportés, c'est soit que les juges peuvent se saisir d'office de ces faits, ou alors le ministère public se saisit des faits, les approfondit, pour ensuite venir devant les juges et initier de nouvelles poursuites, soit contre la personne qui est passée aux aveux, ou contre les personnes dénoncées. Le procès tel qu'il s'est déroulé, les juges ou les tribunaux s'est penché essentiellement sur les faits reconnus par les prévenus eux-mêmes et les a condamnés. Sur ce plan, je peux dire que je suis totalement satisfait de la manière dont le procès s'est déroulé. Moi, je dirais que je suis avocat, vous le savez, c'est les procès les plus faciles, plutôt, dans la mesure où les prévenus tous presque sont passés aux aveux. Et en droit, nous disons, la reine des preuves, c'est l'aveu. Lorsque quelqu'un vous dit, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai kidnappé, c'est moi qui ai volé, on n'a pas à chercher d'autres preuves au-delà de ces déclarations. Donc, je suis totalement satisfait du déroulé du procès. Alors, est-ce que s'il y a des révélations, cela veut-il dire qu'on va fermer les yeux? Je dis non. S'il y a des révélations, ces gens-là sont libres, même en étant en détention, de dénoncer toute autre personne qui a concouru à la commission des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Voilà ce qu'il faut retenir de ces faits et de ces procès. Aujourd'hui, quelles sont les mesures? C'est vrai, vous n'avez pas voulu tout dire,
pour des raisons stratégiques. Mais qu'est-ce que la population peut retenir aujourd'hui en ce qui concerne les mesures pratiques sur le terrain? Parce que la peur ou la psychose, c'est vrai, petit à petit, ça va prendre fin, mais jusqu'à présent, ça reste d'actualité. Dans un premier temps, nous avons voulu travailler dans le silence. Il fallait chercher ces criminels sans donner l'alerte. C'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Nous travaillons avec la population qui dénonce et les forces de l'ordre viennent pour se saisir de ces bandits. Nous avons organisé récemment, je pense avant-hier, je pense, des bouclages. Ces bouclages vont s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Et nous allons annoncer dans les jours qui viennent d'autres mesures pratiques, notamment par rapport aux conducteurs de véhicules. Nous sommes en train d'élaborer ces mesures-là. Elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule, de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifié avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre le phénomène kidnapping. Par rapport au phénomène Kuluna, nous avons un travail que nous faisons aujourd'hui. Essayer avec des associations de sensibiliser ces jeunes gens qui sont en train de commettre des forfaits, mais également se saisir de ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas abandonner ces pratiques condamnables. En complément à ce que disait le Premier ministre tout à l'heure, nous travaillons avec lui justement sur un numéro vert qui sera, nous l'espérons, le numéro d'urgence. Il y a entre-temps la police et nous avons communiqué dessus. Je demanderai à la RTNC de rebalancer ces différents numéros de téléphone. Il y a un numéro d'urgence de la police pour dénoncer des cas de kidnapping et un autre pour dénoncer d'autres cas de criminalité. En attendant la mise en place justement de cette plateforme autour du numéro vert qui permettra à ceux qui connaissent des problèmes de sécurité de les dénoncer. On va prendre la question de Jacques Amboka. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai deux petites questions. Je m'adresse donc au VPM de l'Intérieur. Vous l'avez ici affirmé, il n'y a donc pas de trafic d'organes humains en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ceux qui se lancent dans ces genres de pratiques, disons, kidnapping, les font justement pour une cause bien connue, peut-être une manipulation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ceux-là, le pari est gagné parce que sur le plan psychologique, ils sont en train justement d'atteindre leurs objectifs? Et quelles sont les mesures que vous pouvez faire justement pour que vous puissiez persuader la population qu'effectivement il n'y a pas le trafic d'organes? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est en rapport avec le groupe Mobondo. La première partie de la question, vous pouvez répondre. La seconde, ministre de la Communication. À l'est du pays, nous avons le M23 qui, depuis des décennies, sème la terreur et la désolation au sein de la population. Et le M23 est qualifié du groupe terroriste. À l'ouest, nous avons le groupe Mobondo qui, à Kouamout, opère peut-être aussi de la même façon que le M23. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, aujourd'hui, vous qualifiez le Mobondo comme étant un groupe terroriste? Voilà. Oui, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes dans une année électorale. Comme vous pouvez le constater, vous êtes des observateurs de la société. Il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections, qui veulent par tous les moyens entretenir la psychose dans la population. Ces gens, d'après les renseignements que nous avons, s'organisent pour distiller dans la population des rumeurs folles, juste pour entamer la morale de la population. Il y en a qui jouent sur
la fibre révolutionnaire pour tenter de pousser la population à se révolter afin qu'il n'y ait pas d'élection. Vous le savez bien. Ce sont cette catégorie de personnes qui développent cet intox qui se répand, c'est diffusé à travers des comptes Twitter que nous avons identifiés, qui dépendent d'un petit groupe, qui a plusieurs comptes Twitter qui diffusent des fausses informations, qui montrent des images. Pas plus tard que hier ou avant-hier, on a montré des images que ces personnes que l'on venait de condamner étaient en train de s'enfuir, sautant sur des fenêtres d'un bus. Vous voyez qu'une dame qui parle, qui s'acharne contre un officier de la police, comme quoi il aurait donc laissé s'en aller les criminels qu'on venait d'arrêter. Donc nous sommes dans une guerre psychologique. Alors que les images sont prises en Algérie. Voilà. Donc il s'agit d'une guerre psychologique et toutes les personnes responsables qui s'adonnent à ces jeux, ils font justement les jeux de l'ennemi. Pour rassurer la population, c'est d'expliquer. Ça, c'est un travail que nous devons faire ensemble, vous journalistes, en vous mettant dans la peau que vous êtes des Congolais. Vous savez bien enquêter et vérifier des informations. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à détecter ces mensonges que l'on propage dans l'opinion, qui peut créer une situation qui peut se retourner contre nous-mêmes. Ça peut atteindre tout le monde. Lorsqu'on commence à vivre dans une telle psychose, tout le monde se sent en insécurité. Un autre élément qu'il faut ajouter, monsieur le ministre venait de parler des jeux de la francophonie ici. Il est aussi de cette stratégie pour décourager les pays qui veulent assister au jeu de la francophonie et faire croire à l'opinion internationale qu'en République démocratique du Congo, l'insécurité est totale. Donc, l'unique façon de rassurer, c'est de communiquer. Il appartient à tout patriote de vérifier. Nous voyons d'ailleurs sur France 24 où on traque des fausses images qui ont déjà qui ont fait feu, voilà, qui ont fait feu dans l'opinion, et on démonte les mensonges qui sont dans ces images, mais ici, très peu sont des compatriotes qui s'en occupent pour dire à l'opinion qu'il s'agit ici d'une manipulation, ici il s'agit de la vérité. Donc, rassurer la population revient à dénoncer ces mensonges, à expliquer comment ces mensonges est monté, et ce n'est que dans ces conditions-là que nous pouvons rassurer notre population. Est-ce que Mobondo, c'est un groupe terroriste? Il faut reconnaître que lorsqu'on définit les actes terroristes, les comportements de Mobondo aujourd'hui ressemblent à la terreur. Lorsque les gens vont dans une famille, coupent les têtes des pères de famille, ça ressemble à la terreur. Mais il faut quand même faire une différence avec le M23, qui est une structure organisée, soutenue par un État étranger et qui conçoit des actions dans le but de terroriser la population. Les Mobondo, ce sont des gens désespérés, qui ont des revendications un peu pas claires, mais qui sèment aussi la terreur. Mais nous n'avons pas encore, nous considérons que ce sont des compatriotes qui sont perdus, hein, permettez-moi le terme, et nous sommes en train de mettre en place les mécanismes de les récupérer. Il existe une commission que les chefs de l'État avaient mise en place, qui continue à travailler, dirigée par un groupe de chefs traditionnels, pour essayer de nouer la discussion, de discuter avec ces gens qui commettent des actes infractionnels. Et il y en a qui se sont rendus à l'État, qui sont internés, d'autres ont été envoyés en formation dans l'armée,
de manière volontaire bien sûr. Donc, et on ne peut pas aujourd'hui les qualifier, d'abord, pas les comparer avec les M23, et il n'y a pas de qualification possible à ce stade pour les qualifier de groupes terroristes, puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe organisé et structuré. Voilà, et c'était, qu'est-ce que vous vouliez que je dise encore Étant donné que le concept M23 terroriste, c'est beaucoup plus ici que... non, mais écoutez, je pense qu'on ne va pas peut-être aller dans les différents vocables, hein. Il y a des définitions, évidemment, par exemple, au niveau de l'Union africaine ou des structures à l'international. Mais ici, vous avez par exemple le M23, comme le VPM l'a dit, c'est un mouvement structuré, organisé, qui est financé, appuyé. Et les motivations du M23 sont connues. Des déstabilisations, servir d'un agenda expansionniste du Rwanda, s'aimer la terreur, couvrir des réseaux de pillage et tous les travers qui ont été dénoncés à la fois par nous-mêmes, mais aussi par les experts des Nations Unies, alors qu'ici, il y a un problème. Des actes de terreur, vous savez, chacun de nous peut poser des actes de terreur. Donc, on n'est peut-être pas dans la définition stricte du concept, mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour les M23 ou les Mobondo, ils sèment la terreur et il est du devoir du gouvernement, et nous nous y attelons, de régler le problème de sécurité. Il y a un petit complément que je voudrais faire dans ce que le vice-premier ministre disait tout à l'heure, et c'est ce que nous essayons de faire avec vous dans le cadre de cet exercice de redevabilité par rapport à toutes ces rumeurs et fake news qui circulent. Il y a évidemment des réseaux de fact-checking qui opèrent, mais il faudrait peut-être qu'on le fasse suffisamment parce qu'il y a comme une propension, une facilité à propager les mauvaises nouvelles, à relayer tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Et parfois, on se pose la question si il n'existe plus ces doutes méthodiques qu'on a appris aux humanités chaque fois que vous recevez une nouvelle. Et c'est pour ça qu'il est important que nous continuions, nous, comme gouvernement, de vous donner des informations de manière régulière, mais que vous aussi, comme médias, dans le cas des responsabilités qui sont les vôtres en termes de recoupement des informations qui sont données ça et là, d'être sûr que cette information, elle est bonne. Parce que lorsque nous venons dire qu'il n'y a pas de trafic d'organes, les gens risquent de penser que nous les disons parce que nous sommes gouvernement, mais nous les disons parce qu'il n'y a aucun rapport des commissariats de police qui l'a fait. Nous ne nous exprimons pas si nous ne recevons pas des différents éléments. Vous avez suivi le vice-ministre de la Santé de dire dans son secteur, c'est dire qu'officiellement, et surtout qu'avec nous, nous n'avons rien à cacher. S'il y a des problèmes, nous les disons parce que le dire nous permet de les régler et d'obtenir l'attention des différentes populations pour nous aider à régler les problèmes. On va prendre la question de Marlon Kachamou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Alors, j'ai deux petites préoccupations. Monsieur le ministre, je commence par vous, monsieur le ministre de la Communication et Médias. C'est une question précise à propos de la réunion des 60 membres des partis politiques ONG rwandais anti-Kagame. Je précise bien anti-Kagame, qui devait se tenir, d'après certaines sources, à Kinshasa du 3 au 4 juillet, mais qui a été reporté sine die. Quel commentaire avez-vous par rapport à cette réunion qui devrait se tenir à Kinshasa, mais qui a été reportée? Êtes-vous aussi au courant? Monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, je reviens sur la question concernant les Mobondo. À vous attendre parler, c'est comme si vous n'arrivez pas à rassurer la population par rapport à cette question qui est en train vraiment de gangréner les esprits des Congolais. Quelles sont les stratégies mises en place pour réellement neutraliser ces groupes d'inciviques qui est en train de s'aimer la terreur, non seulement à Kinshasa, mais d'après certaines informations, ils opèrent déjà au niveau du Bas-Congo. Merci. Voilà, peut-être que je vais demander au vice-premier ministre de continuer et je vous reprendrai juste après parce qu'il parlait déjà de Mobondo. Peut-être qu'il peut être peut-être plus détaillé. Je sais qu'il y a des opérations militaires qui sont en cours, la police, etc. Mais qu'est-ce qui peut être dit pour rassurer les compatriotes sur ce que nous faisons dans cette partie du pays? Je venais de dire tout à l'heure que les phénomènes avaient commencé à Kwamout. Au jour d'aujourd'hui, Kwamout est pratiquement pacifié.
c'est grâce au concours de nos forces de défense et de sécurité, nous avons créé ce qu'on appelle interforce, c'est-à-dire il y a plusieurs forces, il y a la police, il y a plusieurs unités de l'armée qui sont mises ensemble, qui ont mené des opérations le long du fleuve jusqu'à 20 km de Kwamouth. La stratégie du commandant suprême consistait à préserver les vies des Congolais. Et je vous ai dit qu'il a mis en place une commission de pacification qui a quand même montré, qui a fait beaucoup d'efforts, puisque cette commission a permis la récupération de plus de 3000 Mobondo. Les Mobondo, ce sont des jeunes gens, Yaka, qui se sont sentis à un moment donné dépossédés de leurs terres, et ce sont des agriculteurs. Lorsqu'il y a eu des nouvelles telles que les terres ont été vendues à des particuliers et qu'on devait les évacuer, c'est ça la base du phénomène Mobondé. Donc il y a en quelque sorte, quelque part, une dimension sociale. Et ce sont ces gens-là révoltés qui s'organisent aujourd'hui et qui commettent des actes que nous sommes en train de déplorer. Donc nous avons mis en place une approche holistique. Là où il y a plus de résistance, on utilise la force pour neutraliser, mais tout en laissant l'ouverture au dialogue. Mon ministère est en train justement de préparer un forum de paix qui va mettre ensemble l'autorité traditionnelle de tous ces espaces où il y a les phénomènes Mobondo pour essayer de trouver une solution pacifique. En même temps, on ne peut pas les laisser continuer à avancer. Ces derniers jours, il y a quand même un peu d'accalmie parce que nos forces de défense et de sécurité sont en train de travailler. Donc vous allez comprendre qu'il y a un souci de préserver, de ne pas faire trop de dégâts en vies humaines. Et en même temps, nous utilisons la fermeté pour essayer de rétablir l'ordre. Mais il y a d'autres mesures qui sont prises que je ne saurais pas malheureusement dire ici. Mais sachez que le gouvernement de la République ne dort pas tant qu'il n'y aura pas la paix dans notre pays. C'est clair qu'au-delà des opérations militaires et policières qui sont menées, il y a les questions humanitaires qu'on a soulevées avec Fabrice au dernier briefing pour toutes les populations déplacées, parce qu'il y a déjà des mouvements de retour, il y a évidemment de poches d'insécurité qui demeurent, mais ici il faut compter sur la stratégie du gouvernement pour que la question puisse être réglée dans son ensemble. Alors sur votre question sur une prétendue réunion des opposants rwandais à Kinshasa, je ne l'ai pas appris, je n'ai aucune confirmation quant à une initiative de ce genre. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez tous suivi la sortie médiatique du président de la République qui est notamment revenu sur la question de nos rapports avec les Rwandais, où il a dit qu'aujourd'hui nous sommes, nous, engagés dans un processus diplomatique qui permet aujourd'hui, par exemple, on n'en parle peut-être pas beaucoup, d'observer une forme d'accalmie sur la ligne des fronts entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, même si il y a à gauche, à droite des affrontements avec les groupes d'autodéfense et ces terroristes du M23. Globalement, les cessez-le-feu est observé à notre niveau. Il y a, sous bien évidemment la direction du vice-premier ministre, ministre de la Défense, des travaux qui se font actuellement sur le site de Rumangabo, qui a été finalement choisi pour le précantonnement. Et donc, nous pensons que le processus diplomatique, il prend sûrement le temps, mais nous pensons qu'il pourra apporter les résultats. Mais ici, je dois rappeler que la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, est en droit, au-delà de tous les mécanismes régionaux auxquels nous appartenons, d'organiser sa défense. Et donc, sous la houlette du président de la République, il y a des jeunes Congolais qui sont en formation. Nous assurons la montée en puissance de notre armée pour nous assurer que toutes les fois que notre sécurité sera menacée, nous puissions répondre. Mais cela ne veut pas dire, ne veut pas dire que nous allons dire, bon écoutez, on va aller faire la guerre tout de suite, on va faire ceci, on va faire cela. Le plan pour nous, c'est de nous assurer que nous pacifions chaque
centimètre de notre territoire national et que nous dotons à notre armée les moyens d'assurer la défense de notre territoire à chaque coin de la République démocratique du Congo. On va prendre la question de Jordan Mayenikini. Oui, ça va. Une question ou des questions au ministre, au vice-ministre de la Santé. En fait, le gouvernement a déjà mis fin à l'obligation d'un test Covid-19 pour les personnes non vaccinées à la sortie du pays. Alors, j'aimerais savoir, pouvez-vous aujourd'hui dire au peuple congolais l'usage et la destination des recettes générées par les tests Covid-19? Et pourquoi avez-vous maintenu les tests Covid pour tout voyageur au départ ou à destination de la RDC, alors qu'au moment où nous parlons, le Covid-19, ou encore la Covid, si vous voulez, est considéré désormais comme une grippe ordinaire par l'OMS, qu'il a d'ailleurs sorti de la liste des problèmes de santé publique. Et pour citer, qu'en est-il des arriérés des prestataires Covid-19 qui, jusqu'au moment où nous parlons, sont en train de réclamer plus de 15 mois d'arriérés de salaire? Merci. Merci pour ces deux questions intéressantes. En fait, concernant la Covid, vous avez raison. L'OMS a déclaré que ce n'est plus une urgence sanitaire mondiale. Et il vous souviendra que pour qu'on installe ces mesures barrières, un décret avait été pris par l'ancien Premier ministre, Ilunga Ilukamba. Et donc, on a des juristes ici, tout acte qui est posé pour l'annuler, il faut un autre décret. Mais avant de prendre ce décret-là qui retire ces tests, il y a ce qu'on appelle le secrétariat technique de gestion de la Covid, qui retrouve justement les experts en la matière, qui, après avoir fait les différentes études et évaluations, donne justement l'aval au Premier ministre pour prendre un nouveau décret qui annule le premier. Et je suis content de vous informer justement que le Premier ministre a déjà pris des dispositions. La réunion devait d'ailleurs se tenir aujourd'hui même, mais à cause des agendas, des conflits d'agenda qu'on a eu, on a reçu des délégations. On devait déjà la tenir le samedi pour pouvoir lever ces mesures, parce qu'effectivement, ça embête tout le monde. Incessamment, je pense que dès que son agenda va se libérer, probablement avant la fin de la semaine, vous verrez que le décret a été pris pour lever les mesures. Concernant la gestion de la prime, effectivement, il y a eu des mécanismes qui ont été justement établis par ce décret-là. Et comme j'ai dit, c'est un acte juridique. Avant de le retirer ou d'arrêter, il faut un autre juridique contraire. Hein? Alors, l'autre question, c'était la gestion de la prime. Le décret a donné justement les détails de gestion. Et c'est ça que je vous dis. Si vous vous rapprochez de ce décret-là, vous allez voir que c'est le secrétariat technique de la Covid qui l'a géré, ce n'est pas le ministère. Donc cette question devait être posée justement au niveau du secrétariat technique. Mais comme je vous le dis, pour qu'on arrête ce test-là, ou pour qu'on arrête justement de prendre ces recettes-là, il faut un autre juridique contraire qui sera pris incessamment. Et donc on va revenir dessus parce qu'il était même question qu'on se réunisse, le comité multisectoriel devrait se réunir pour voir comment lever. On va prendre la question de Pascal Moulegua et puis ce sera Gilbert Fundi. Ah, si vous n'avez pas de question, tant mieux, Gilbert Fundi. J'ai cru que vous aviez levé la main pour une question. Gilbert, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Il y en a parce que j'ai entendu le vice-premier ministre parler des miliciens Mobondo. Certains ont été envoyés en formation pour intégrer l'armée. Monsieur le ministre, c'est par quel mécanisme où des gens qui ont tué, violé, arrêtés par les forces de sécurité sont envoyés dans l'armée? N'est-ce pas revenir dans les travers du passé, comme l'a dit le président? Oui, merci. Je vous ai dit que le Mobondo, c'est un phénomène, je dirais, spontané d'une population qui s'est sentie agressée et qui a développé les réflexes d'autodéfense. Et dans la foulée, il y en a qui ont commis des crimes que je qualifierais peut-être de passionnels. Vous savez, chaque fois qu'il y a des conflits de terre, il y a toujours une passion, les gens peuvent s'entretuer. Mais comme je vous ai dit, il y a une dimension sociale dans tout ça. Il y en a qui ont agi sous l'instigation des autres.
Mais il y aura aussi les moments de la justice pour que ceux qui ont commis les plus de bévues puissent répondre de leurs actes. Mais il y en a qui les ont commis ou qui se sont vus entraînés, qui se sont retrouvés dans les groupes sans avoir commis des fautes, qui sont sortis de la bourse puisqu'ils s'étaient tous dispersés dans la bourse. La commission mise en place a été à leur recherche. Ils ont accepté de quitter la bourse et ils ont eux-mêmes souhaité aller servir le pays sous les drapeaux. Donc ce n'est pas comme les cas des rebelles qui se sont organisés, qui se sont armés, qui ont conçu des plans d'attaquer les pays, de tuer les compatriotes. Il y a quand même une différence entre ces deux catégories. Et nous pensons aussi que l'armée, lorsqu'on envoie quelqu'un dans l'armée, c'est aussi pour les transformer. Il y a ce qu'on appelle en droit des criminels primaires en psychologie, des criminels primaires. Moi, je considère une certaine catégorie de Mobondo comme des gens qui ont agi sous l'instigation des autres. On peut les récupérer, les resocialiser et les utiliser à de bonnes causes. C'est un peu ça la stratégie que nous avons mise en place. Je veux vous rassurer, Pascal Munegua, parce que il y a toujours un processus de vetting. Ça veut dire l'auditorat militaire qui s'occupe justement des enquêtes à ce niveau. On en avait parlé ici, je pense, avec le vice-ministre de l'Intérieur, qui est toujours là d'ailleurs, organise des enquêtes et de procès. Vous savez que même certains militaires ont été cités dans certains cas d'exaction qui ont été observés. Et donc, il y a eu un mouvement de masse, il y a des jeunes sûrement qui ont été entraînés, mais lorsqu'on les accueille, il y a toujours un processus d'identification, il y a toujours un processus de traitement, un processus de sélection. Et donc, lorsqu'on leur propose, pour ceux qui volontairement vont dans l'armée, on s'assure en amont qu'ils n'ont pas été impliqués, parce qu'il y a des enquêteurs, il y a toujours des cas de dénonciation, tel était lié à tel crime, à tel endroit. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, parce qu'au-delà de tout, c'est des jeunes Congolais, pour la plupart, pour qui il faut donner une réponse. Exactement comme nous essayons de faire avec le service national, qui aujourd'hui, vous avez vu, vous en avez parlé, qui de 4 ans est passé de 1000 à 15 000 tonnes de production. La main-d'œuvre, vous savez d'où elle est venue. Ce n'est pas seulement la production de maïs que vous avez vu, mais j'ai eu le privilège d'accompagner le président de la République dans les Kasaï. Ils construisent des écoles, ils construisent des routes, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, nous ne nous priverons pas. Mais bien évidemment, comme nous tenons aux droits de l'homme, nous nous assurons que cela se fasse dans les respects, évidemment, de principe. On va prendre la question de Gilbert. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'allusion faite aux déclarations du président de la République. Vous savez, lorsqu'il y a eu mixage, brassage, mélange, ces gens-là n'ont pas été soumis à une formation pour nettoyer leur mental. Mais ici, il s'agit de prendre des jeunes gens qu'on envoie dans une formation militaire avec envie d'échanger ce qui a tenté de traverser leur esprit. Donc il y a quand même une différence par rapport à un combattant qui n'a pas été formé, mais qui a eu le mérite tout simplement d'avoir tué ses compatriotes, qui impose des négociations et qui s'impose dans l'armée, sans formation, sans profil requis, et du coup, on les bombarde des grades. Ça, c'est cette confusion-là que nous ne voulons plus entretenir. Et c'est la confusion qu'il faut dissiper, parce que nous avons l'impression que depuis que nous avons adopté la loi qui crée la réserve de l'armée, on a tendance à croire qu'on va déverser, je ne voudrais pas citer l'expression qui est très courante, notamment dans le Nord Kivu, parce que le général a d'ailleurs interdit son utilisation qui devient abusif. On pense que ce sera un déversoir. Il faut lire la loi. La loi fixe les conditions d'admission à la réserve. Et donc, cela doit être bien clair. Mais tout ceci, je pense que nécessite un travail d'accompagnement étroit de votre part pour qu'on puisse comprendre que nous, comme République démocratique du Congo, nous avons souscrit
des principes de droits de l'homme et que nous tenons absolument à leur respect, surtout lorsqu'il s'agit de recruter ceux qui doivent assurer la défense du territoire ou la sécurité dans la ville de Kinshasa et dans les différentes villes du pays. On va prendre la question de Gilbert Fundi. Merci Excellence. J'ai deux questions pour le VPM Kazadi. Excellence, quels sont les dispositifs mis en place par les gouvernements pour la sécurisation des élections qui aura lieu en décembre 2023. La dernière question, nous avons suivi une conversation téléphonique qui a choqué quelques esprits. Et quel est votre commentaire? Je suis le président du comité de pilotage de sécurisation du processus électoral. Je pense que la semaine passée, j'ai eu une réunion avec la CENI et toutes les parties concernées. Nous avons évalué l'état des lieux qui est dominé par certaines zones soumises à l'insécurité. C'est le cas des Rutshuru et des Massissi qui sont des territoires encore soumis à la pression des groupes terroristes du M23 avec ses soutiens rwandais. Il y a aussi les problèmes dans la partie de Akwamut et une partie de Maluku. Nous avons prévu de procéder à l'enrôlement. La CENI est déjà disposée à aller enrôler en ce qui concerne Maluku. Nous sommes en train de conditionner les forces de sécurité pour accompagner des agents de la CENI afin d'enrôler nos compatriotes dans cette partie du pays, mais également une autre partie à Maluku. Un scellé, donc Maluku, un scellé. Bon. Donc, de ce côté, il n'y a plus trop d'inquiétude. Nous sommes en train de conditionner des forces qui vont accompagner les équipes de la CENI. Tandis qu'à Masisi et Rutshuru, il y a encore ces bruits de bottes. Le gouvernement de la République est en train de déployer les moyens pour non seulement récupérer ces deux territoires, mais également récupérer toute la partie occupée aujourd'hui par des forces étrangères venues du Rwanda. Voilà un peu brièvement la situation sécuritaire quant aux élections, donc les dispositions qui sont prises. La conversation téléphonique qui a fait baise, je pense, ce qui m'indigne, c'est la réprobation de certaines personnes contre ma personne pour avoir, il y en a qui me disent clairement, tu n'aurais pas dû. Mais moi, j'estime qu'il les fallait. Nous avons les devoirs de redevabilité. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Chaque fois que nous sommes mis en cause, nous devons nous prêter à ces jeux, de donner des explications à nos compatriotes qui ont des reproches à nous faire. Et je l'ai fait de manière volontaire pour essayer tout simplement de tordre les coups à toutes les contre-vérités débitées par ses compatriotes à travers ces différentes vidéos. Et moi, je pensais plutôt qu'on allait voir les côtés démocratiques de cet échange avec un citoyen qui a des idées sur mon action à la tête de mon ministère. À la place, je note une réprobation qu'un ministre ne peut pas échanger avec ses concitoyens, ce qui n'est pas du tout dans ma philosophie. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on devient extraterrestre, qu'on doit couper tout contact avec la population. En plus, les fonctions que j'occupe me poussent à être en permanence en contact avec les populations pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien. C'est dans ce sens-là que je me suis prêté, malgré que je savais que monsieur était en train de m'enregistrer, et je l'ai même signalé dans la conversation, mais j'ai voulu aller avec lui jusqu'au bout. Il s'agit d'un acte qu'il faut féliciter, qu'un ministre, je suis citoyen comme tout le monde, échanger avec un compatriote qui malheureusement avait de mauvaises intentions, ne peut pas
être considéré comme un crime ou bien manque de noblesse. On n'est pas noble lorsque on est au service de la population. On n'est pas en avance la noblesse. Bien sûr, j'occupe des fonctions nobles, mais c'est au service de la population qui, lorsqu'elle a des préoccupations, je vais vous les dire, je suis dans certains groupes WhatsApp où j'échange quotidiennement avec nos compatriotes, parfois de manière répondant à des accusations violentes. Jamais on a réprouvé ça. Par contre, j'ai toujours vu les gens apprécier positivement chaque fois que je me prête à cet exercice de questions-réponses. Donc je pense que c'est un devoir de redevabilité qu'il fallait saluer, qu'il fallait même instaurer. Vous avez vu il y a des jours, le chef de l'État s'est prêté au même exercice où il a répondu aux préoccupations de la population à travers des questions-réponses, lui poser les questions de la population. Donc, pour moi, je ne m'en veux pas d'avoir... Monsieur le vice-premier ministre, la démocratie, évidemment, elle est bien difficile parce que parfois on arrive à discuter avec des personnes avec qui nous n'avons pas la même opinion, pas la même position. Ils ont des opinions peut-être tranchées, mais il est de notre devoir, parce que nous sommes gouvernement, de répondre à la fois à ceux qui sont opposition, ceux qui sont majorité, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, mais l'essentiel pour nous, c'est de nous assurer que nous sommes disponibles quand les Congolais ont besoin de nous. On va prendre les dernières questions parce que je vois que nos interventions en suscitent plusieurs. On va commencer par, je vais appeler Faustin, Jacques Moulouba, Félix Matuidi et on terminera par Patrice Boto en Lingala. S'il vous plaît, Faustin Kodesala. Jacques, vous pouvez avancer, nous prendrons la série pour nous permettre de faire une économie de temps. Merci. Merci Excellence. Excellence, Monsieur le VPM, si vous permettez, je voudrais rapidement revenir sur la première question qui vous a été posée, sur les procès, sur les condamnations de kidnappeurs. Vous avez dit comme avocat, vous étiez satisfait parce que c'est le plus facile de tous les procès, pour autant que les inculpés sont vite passés aux aveux. Mais quelque part, ce procès avait aussi valeur de pédagogie pour décourager ceux qui tenteraient de rejoindre ces réseaux. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que la vérité a été un peu étouffée? Vous n'avez laissé le temps à ces gens-là de s'exprimer, de dire qui sont derrière eux, comment ils opèrent. Si vous êtes satisfait comme avocat, mais au niveau public, quelque part... Est-ce que c'est le vice-premier ministre qui rend justice? Je ne comprends pas. Non, parce que dans votre moyen productif, monsieur le porte-parole, vous l'avez présenté comme superviseur de tout ce qui est... Ça veut dire que l'opération... Donc je lui pose la question dans ce cadre. Dans ces cadres-là, voilà. Pas en tant que c'est lui qui a rendu justice. Pas forcément. Et au vice-ministre de la Santé, Excellence, vous avez été correct par rapport au trafic d'organes. On sent l'expertise évidemment, mais quelque part aussi il y a une prolifération de médecins qui ne sont pas forcément répertoriés par les conseils d'ordre de médecins. Je ne vais pas stigmatiser une communauté, il y a notamment des médecins indiens. Au niveau de l'ordre des médecins, on s'est plaint qu'il y a des médecins qui opèrent au Congo, mais qui ne sont pas reconnus par l'État congolais, particulièrement par les conseils de l'ordre. Est-ce que vous êtes disposé à mettre de l'ordre un peu dans ces secteurs-là? Ok, monsieur le vice-premier ministre, allez-y. On essaie de faire juste une économie de temps pour prendre les autres préoccupations. Effectivement, les procès, nous l'avons voulu sous cette forme-là pour que ça serve de pédagogie, effectivement. Et la question qui revient, c'est de dire que la vérité a été étouffée. Je ne sais pas de quelle vérité on voulait avoir, mais je l'ai dit tantôt, nous avons des services qui travaillent, qui ont capté certains propos exprimés à mi-mot. Notre rôle, c'est de continuer à creuser pour savoir si réellement il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Ici, actuellement dans notre société, les gens font plus confiance à des déclarations des réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un, derrière son téléphone, dise que tel a fait ceci. Tout de suite, on prend ça comme une vérité d'évangile. Et on pense que
il en est ainsi. Alors, lorsqu'il y a des gens, j'ai vu personnellement ces gens-là dire que non, voilà, l'enquêteur là, il a pris mon argent, tout ça, ce sont des choses qui ont été captées. Les enquêtes se poursuivent. Si des responsabilités sont établies, qu'il y a des agents de l'ordre qui collaborent avec ces criminels, ils seront déférés devant la justice. Je ne vais pas vous parler de mon expérience d'avocat. J'ai eu à défendre des bandits et je savais comment ils opèrent pour tout simplement dérouter les juges pour qu'ils ne savent pas quelle voie prendre pour parvenir à les condamner. Souvent, ils agissent en choréité, c'est-à-dire en groupe, mais lorsqu'ils se présentent devant les juges, ils se réunissent mutuellement. Tu connais celui-ci? Non, je ne le connais pas. Il faut beaucoup de ténacité et de tactique pour parvenir à prouver judiciairement que ce sont des gens qui ont opéré ensemble. Donc ça sont des techniques des criminels endurcis. Et d'ailleurs, vous avez vu, ces gens-là ont été arrêtés les uns 7 fois, certains ont été même envoyés à Kanyamaka CC. Ce sont des gens qui sont déjà ancrés dans les crimes, qui savent comment contourner la justice. Heureusement, cette fois-ci, c'était plus fort qu'eux. Ils sont passés aux aveux, ils ont été justement condamnés et aujourd'hui placés en détention. Nous pouvons dans un premier temps nous contenter de ça. Les restes, les enquêtes vont se poursuivre pour essayer de voir s'il y a eu une collaboration avec les officiels. Docteur, pour les questions qui vous concernent? Je voudrais vous rassurer. D'abord parce qu'on a une opportunité, je pense que tout le monde sait que nous sommes en train de lancer la couverture santé universelle, qui est la vision du chef de l'État, pour permettre aux gens d'accéder aux soins, des soins de qualité, et sans qu'ils puissent s'appauvrir. Et une des choses sur lesquelles nous allons nous atteler, que nous sommes déjà en train de travailler, c'est de remettre la norme. Il y a eu des instituts d'appui qui ont été créés, notamment l'institut comme l'ARC-CSU, qui va même aller voir les hôpitaux. L'institut comme il y a l'ARC-CSU, il y a l'INSP, ce sont des instituts d'appui. Est-ce que vous pouvez nous dire INSP c'est quoi? Comme ça, l'Institut national de santé publique, merci. On se met au même niveau que vous. L'agence de régulation, de coordination de la couverture de santé universelle. Ces agences ont pour mission justement, non seulement en appui avec l'inspection de la santé, d'aller voir si les soins qui sont dispensés dans les hôpitaux sont des soins qui sont recommandés. Et ce soin-là, est-ce qu'ils sont conformes à la norme? Mais au-delà de ça, comme vous savez, nous avons les ressources humaines. Il y a une grande réforme qui est en train d'être faite au niveau du ministère, où on est en train justement de regarder, et même au niveau de l'ordre, peut-être que vous n'avez pas vu arriver cela, mais maintenant, il ne suffit pas d'avoir le diplôme de médecin pour avoir un numéro d'ordre, mais on fait passer des tests. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Depuis 2-3 ans, pour avoir le droit d'exercer au Congo, le diplôme ne suffit pas. Il faut en plus passer des tests pour qu'on évalue le niveau, si vous avez vraiment mérité ce Donc diplôme. les médecins indiens qui opèrent dans certains hôpitaux à Kinshasa ont passé ces tests. Alors, il y a maintenant le leadership que nous sommes en train d'emmener. Nous sommes en train de remettre de l'ordre dans tout. Il y a eu des choses qui ont été faites, des procédures qui n'auraient pas été respectées. Et c'est là justement que je dis, comme on a l'opportunité de mettre la couverture santé universelle, nous regardons tout ça et avec le travail que nous faisons au niveau de l'ordre, avec la digitalisation par exemple, il ne sera plus possible de manipuler les diplômes ou un numéro. Celui qui va être accrédité, c'est celui-là qui aura passé toutes ces étapes de contrôle que nous sommes en train de mettre. Laissez-nous un peu de temps encore, vous allez voir. Et même au niveau de l'ordre, vous avez vu qu'on a supprimé certaines universités. Avant, on avait plusieurs facultés qui pouvaient dispenser des cours de médecine, mais le ministre de l'Enseignement supérieur aussi a remis de l'ordre. Et je pense que tout ça rentre dans la vision du chef de l'État, de remettre toutes les choses comme elles doivent se faire. Et au niveau du ministère de la Santé, comptez sur nous, parce que c'était la question, si on va vous arriver à aider à mettre de l'ordre dans ce secteur, nous allons y arriver avec le leadership et l'appui du chef de l'État. Comptez sur nous. Voilà, merci. Jacques Moulouba. Merci. Je m'adresse au VPEP de l'Intérieur. Monsieur le vice-premier ministre, nous avons été dernièrement surpris par un communiqué de la CENI, je parle élection, déplorant la présence des agents de vos services dans le bureau de traitement et de dépôt de candidature. Qu'est-ce que vos agents sont allés faire
dans ce centre alors que la CENI qui organise les élections est indépendante? Est-ce pour épier, pour fouiner? Comment justifiez-vous la présence de vos agents dans ce centre? Une question? Pardon? Est-ce pour piller? Non, épier ou épier. Ok, c'est bon. Une question au vice-ministre de la Santé. Je crois que Faustin m'a presque vidé, mais une petite précision. Parmi ces médecins expatriés qui opèrent en République démocratique du Congo, peut-être qui ont tous les documents, est-ce qu'il n'y en a pas qui soient capables d'opérer des greffes d'organes, par exemple, à partir de leur pays? Merci. Merci. Allez-y, monsieur le vice-ministre, on va revenir sur le VPM. Bon, ça vous me donnez des capacités de devin, de deviner la compétence de ceux qui viennent. Mais déjà, s'il y a un médecin étranger qui preste au Congo, soyez rassurés que nous avons pris les conditions pour nous assurer qu'il est médecin d'abord. Mais deuxièmement, pour savoir si ils ont les compétences pour le faire, ils peuvent avoir les compétences. Mais je vous ai parlé du plateau technique. Le problème n'est pas seulement le problème d'hommes, c'est un problème de plateau technique, de laboratoire et aussi de la fragilité de ces organes. Et ça ne peut pas se faire dans n'importe quel hôpital. Ça doit être un grand hôpital où on sait qu'il y a une intervention. On ne va pas mettre 12 heures, 15 heures, 20 heures à le faire dans un ligablo. Même s'il y a ce médecin-là qui a ses compétences, mais il ne pourra pas le faire ici parce qu'il faut des examens qu'on fait en avant, pendant et après. Et aussi, le malade qui a reçu un organe, ce que j'avais oublié de dire, ce malade-là va prendre un médicament qu'on appelle immunosuppresseur à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on vous met quelque chose et puis du jour au lendemain, vous reprenez. Non, non. On va vous donner un médicament pour éviter justement que vous fassiez ce qu'on appelle le rejet. Parce que si vous ne prenez pas ce médicament-là, l'organe va disparaître. Et quand on met ensemble toutes ces conditions, ce n'est pas possible pour le moment. Pas parce qu'il manque d'expertise, mais il y a aussi l'environnement et l'infrastructure. Et qui détermine en lui seul la réussite de ce genre de... Mais est-ce que les trafiquants d'organes ont besoin des plateaux techniques parce qu'ils savent qu'ils font des trucs délictueux? J'ai bien dit ici qu'il faut des conditions pour conserver les organes. Déjà, quand je parle du cœur qui ne peut vivre que 4 heures, et pour retirer le cœur, en parlant justement d'infrastructure, il y a ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. On vide votre corps de sang, on met une machine qui remplace votre cœur pendant qu'on est en train de vous opérer. Ce n'est pas possible. Et non seulement quand on a prélevé, il faut des conditions, des containers spéciaux. Je crois que vous avez vu dans les films, quand il y a des cas de transfert d'organes, on met même des hélicoptères, on met l'armée, des ambulances. Cette logistique-là, ce n'est pas possible qu'on puisse faire des transplantations. Et qu'on ne voit pas, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Un organe, c'est comme le cœur, on a 4 heures, c'est-à-dire qu'on va immobiliser. La police, vous avez vu dans les films. C'est pas possible, mon cher ami. Voilà, monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais on fera des cours d'anatomie. Je ne suis pas médecin, mais j'essaie quand même de... J'ai compris les explications de notre collègue. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est soit on tue les gens en les mutilant, ce qui est différent des trafics des organes, comme on dit. Les docteurs expliquent que si il y aurait un tel marché, puisqu'il s'agirait d'un marché, prélever l'organe sur le corps de quelqu'un, aller vendre, on n'atteindrait pas cet objectif dans les conditions actuelles. C'est soit des criminels prennent quelqu'un, ils les mutilent, comme nous voyons certaines images dans d'autres pays, ou même ce qui est pratiqué parfois à l'est de notre pays. Mais quant à prélever les organes pour aller les vendre et constituer un fonds de commerce, c'est impossible d'après ce que les docteurs expliquent, puisque vous pouvez beau prélever les cœurs, au bout de 4 heures, vous ne saurez pas bien les garder. Et d'abord, vous avez des difficultés à les prélever pour qu'ils soient vivants. Il faut prendre les cœurs vivants, sinon vous les tuez, ils ne servent à rien. Donc c'est un peu ça ma compréhension. Pour revenir maintenant à... Et vous savez, le trafic d'organes, le rapport de l'OMS, on connaît les pays en Afrique ou dans le monde qui font ce trafic. La RDC n'a jamais fait partie de ces pays. C'est consultable même sur Google. Merci. Mais Jacques, attention. Monsieur le vice-ministre, sur la question par rapport à la CENI. Les communiqués de la CENI, moi je dirais, et j'ai dit
aller dire aux responsables de la CENI de vive voix. La CENI a agi par émotion. Il y a de l'émotion, il y a du sensationnel. La loi des finances institue l'organe taxateur comme habilité à contresigner les bordereaux que vous voyez de la DGRAD là, en vue d'encadrer les finances. L'argent que l'on paye par les candidats rentre dans les trésors publics. Et les taxataires à la matière, c'est mon ministère à travers son secrétariat général chargé de questions des partis politiques. C'est comme ça que mon secrétaire général, en vertu de la loi des finances, qui l'oblige à mobiliser et à encadrer les recettes, a déployé des gens avec un ordre de mission clair, l'encadrement des recettes générées par les dépôts des candidatures. Ce qui fait que tout citoyen respectueux des lois de son pays et surtout les citoyens qui veulent de la transparence en matière financière ne peut pas s'opposer. Dans l'ordre de mission remis aux agents de mon ministère, nulle part n'est indiqué qu'il faut aller là-bas réceptionner les candidatures. C'est aller vérifier comment l'argent est payé et comment l'argent est orienté vers la caisse du Trésor. Et c'est malheureux que la CENI ait agi par émotion. Peut-être il n'avait pas l'information que vous pouvez regarder sur les bordereaux que donne la DGRAD. Vous verrez, c'est indiqué service taxataire. Pour ceux qui dédouanent par exemple, il y a la DGDA par exemple, qui est un service taxataire. Vous trouverez au guichet unique, il y a un service de la DGDA qui vise, qui authentifie que tel document, tel montant revient au service taxataire. Et c'est le cas avec mon ministère, en ce qui concerne la caution que l'on paye pour les dépôts des candidatures. Et la DGDA, qui est aussi un corps totalement étranger à la CENI, est acceptée dans les installations de la CENI et personne n'écrit à l'ingérence. DGDA, DGRAD, je vais dire, DGRAD. Et DGRAD, c'est quoi? C'est qui, si je peux m'exprimer ici? DGRAD, c'est un service ordonnateur. Et lorsque vous regardez les bordereaux, c'est écrit service taxataire et puis service ordonnateur. Les deux services doivent apposer leur signature sur les documents. C'est un travail qui peut se faire soit dans les bureaux de la CENI, si la CENI le veut, ou en dehors des bureaux de la CENI, pourvu que les paiements soient canalisés, encadrés en faveur de la caisse du Trésor. Donc, il ne s'agit nullement d'une mission de vos agents dans le travail de la CENI. Ça n'a rien à voir du tout. Je considère que c'est tout simplement par émotion que la CENI a fait son communiqué. Alors, on va prendre, Félix Matuidi, rapidement votre question et je souhaite que Patrice Botto pose les siennes directement. Comme ça, on va répondre dans les 5 minutes qui nous restent. Merci pour la parole. 2 questions au vice-premier ministre. S'il vous plaît. Merci. Une question et une petite. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, après la condamnation des kidnappeurs, pouvons-nous attendre l'arrestation et condamnation des auteurs intellectuels de ces kidnappings dans la capitale? Et aussi la petite question, quelle serait votre réaction si demain ou après-demain vous voyez les kidnappeurs être bénéficiaires de la liberté provisoire? Alors, Patrice Botto, yope mituna na yoto zwango mbalamoko. Merci, mon Mboka Patrick Mouyaya. Motuna na VPM. VPM, aux alliés Bongo, pendant que la Kisasa, député provincial. Avant, comme VPM. Président de la République, Mona Kisasa. Gouverneur de la ville, Mona Kisasa. Président de l'Assemblée provinciale, Mona Kisasa. 100 ans et à Kisasa comme ville-province, comme capitale plutôt. 63 ans après indépendance, Kinshasa salité.
bosoto eleki. Kinshasa embouteillage eleki. Tracasserie à PCR. Kinshasa o babengaka autrefois poto moindo. Kinshasa la belle. Et tout ça le sonité bon mona Kisasa o yambaje à francophonie na état Kisasa ezali. Sous question. Monsieur le VPM, na niveau territorial, obstacle désolant. Oyo mwana mboka Gentilina Godin po balakisi na Kisasa oza mopona mi avie la Kinshasa avoko ma VPM ba pona ki yo de ça l'élection ezali okozo ka candidat olobi nini na ministre Mouyaya chef de l'État ka ozo ka candidat yemo ka temo mais mwana mboka Patrick Mouyaya président de la République a tout koloba samedi a lobby été regret naïe pour être justice élever nation mais détruire nation et bomi mboka ce n'est pas un aveu de chèque pour Kabila pas lobaki je ne veux pas pu transformer le Congolais moi mboka vice-ministre de la santé qui ça baiko banga bakino balinga ambiance bakino basepela kotambola 24 heures sur 24 heures to comme kotanda ko na ba 19 heures ba maman ba di ko sepela banda ko papa comme zonga avant likolo ya ko boma biso ko kata biso bare ko kata kolonga biso ba motema bongo na bongo olobi nini na bayimboka yo zonga à 19 heures zonga à 22 heures comme kota 18 heures vice-ministre de la santé tokomi wapi na projet à chef de l'État il y a 145 territoires pour na botongi bopito na basanté waneza motuna tokoyanola tant tokoyamba ministre ya plan pour tokobeta disola 145 territoires monsieur le rassurer déjà que na 145 territoires tout suite totongi bopito 100 titokoma na si titokoma na suka ya moi oyo tokoyamba 2000 kits ya ba hôpitaux ezaki déjà commandé pour na gratuité ya accouchement 2000 kits wana kozala mbeto ya kobota pour na kosalisa bana pe eza na bateau eza koya mukule koya pe tokobenga yo tala. Mais pour ceux qui suivent, lorsqu'on avait fait le briefing sur les 145 territoires, c'est 2200 ouvrages qu'on va construire, 145 bâtiments, plus de 1500 écoles et 700 centres de santé. Bozoka Matorola Sabino. VPM, allez-y. Oui. Comme ça, on va conclure cet exercice. Il y a la première question sur les auteurs intellectuels. Ah, ok. Oui. Effectivement. Inquiétude Nayo et Ezapé Anga. Vous avez posé en français. Hein? Ok. Vos inquiétudes sont aussi les miennes parce que dans ces groupes de criminels, il y en a qui ont eu à bénéficier de la liberté à l'occasion des mesures de grâce prises par les chefs de l'État lors des festivités de l'indépendance, mais également, de manière traditionnelle, les chefs de l'État accordent aussi des mesures de grâce à chaque fin de l'année. Ces criminels s'organisent pour rentrer dans cette catégorie de personnes agraciées, mais nous allons essayer de veiller à ce qu'on extrait de la grâce présidentielle tous ces gens qui commettent ce genre de crimes. Donc je vais essayer de parler avec ma collègue ministre d'État en charge de la justice pour que nous puissions lutter contre l'insécurité, c'est aussi renforcer la législation. Donc chaque année, les chefs de l'État prennent 2 fois des mesures de grâce et souvent, après 6 mois, ces gens qui sont condamnés sont graciés. Donc je pense que nous allons essayer de jouer là. Mais je serais vraiment étonné si demain je les voyais en train de circuler
sur les voies de Kinshasa sans avoir purgé leur peine. Ça, vraiment, je serais vraiment déçu. Ça, vous pouvez être très sûr. Vous avez aussi parlé des auteurs intellectuels. Bon, on parle des auteurs intellectuels lorsqu'on les cite, où on laisse entendre qu'il y a des gens qui les ont envoyés à commettre des crimes. Mais là, moi, j'ai assisté aux personnes qui reconnaissent avoir commis les actes de manière volontaire. Et je crois aussi avoir répondu en partie à votre question tout à l'heure. Les enquêtes se poursuivent. Ce n'est pas parce qu'on les a condamnés. Ils peuvent collaborer avec la justice à partir de là où ils sont. Ce n'est pas le fait d'avoir été condamnés qu'on ne peut pas les consulter ou les interroger sur d'autres personnes qui auraient travaillé avec eux. Donc, soyez rassurés qu'on mène des enquêtes là-dessus. Par rapport à la saleté de Kinshasa, on a noté bosoto na kati ya Kinshasa na ngonga oyo nazalaki député provincial nazalaki kosala pression moins mingi sur le gouverneur et son gouvernement, lesquelles pressions ont abouti à la démission du ministre des Finances. Et aussi, il y avait un effort qui se faisait avec Kin Bopeto, où quand même, Bazalaki, qu'on nettoyait Babalabala, mais depuis un temps, tout ça, au moins, moi, Misalango, Isalinete, Telemi, na tunité, compte tenu à la fonction actuelle, Naza beaucoup plus concentré sur des questions sécuritaires, mais Nabanzi, na gouverneur to solo l'arabien, na gotunaye, pour la nini, vu les acopés sa impression, oyo zali ko déplorer. Na o Italie, tracasserie policière, na évité ce que Solanda, ngamongo na sala rapé patrouille. Na kangisa kapé, ba policier oyo, bazali ko sala trouble. Na premier jour oyo na zogi ba fonction, na lobaki, ngai moko, je vais me traiter durement. De sorte que, mutu oyo akopengwa, azala policier, azala incivique, nakozala na remorte, yako traiter peu durement. Depuis naza awa, ezana ba procès ici salami contre ba policier. Procès moko salamaki na kan Lufungola. On a eu à condamner ba policier nga moko na kendaki na assister na procès wana. Ba policier oyo ba malmenaki mwana muke oyo salaki base awa. Ils sont aussi condamnés. Elingi koloba politique nga nazana yango ezali à tolérance zéro. La police esengeli bazala modèle. Bazali nanzela pona ko tracasser population te. Soko tracasser population to moni yo bakokanga yo. Nazo profiter na occasion pour annoncer que bientôt commandement et à la police et ils vont intervenir dans quelques heures pour nommer, pour notifier le commandant de la ville, Yassika, Mokonzamboka, Assassi Saki Makambwana, et Tikalaki total en Dengeni et Sengela tout notifié. Bapesinga Kitus n'a notifié l'ordonnance. C'est pour dire qu'avec commandement à Sika, Tokosala Makamba Sika. Binope population bo sungabiso. Ce qui bomoni batu oyo bazali ko tracasser population avec les moyens exorbitants où l'État pesi bango. Batu wana baza condamnable, bo funda bango. Ce qui bo fundi bango et pas ba commandant na bango. Et simbité, boye na cabinet nanga, boye, moi je suis accessible. Boye, bo pesi ba détail que Sika Songolo ezana policier pakala musala na ye. Ça numéro vert. Voilà. Donc, Tina Penza, il y a un numéro vert. Et puis, on a veillé pour que Centrale est à la cabinet.
Comme ça, on a rassuré de ce qui se passe. Dans le Sabino, on a tambola na Motorola la police. Na landaka o nyon sezo salamana kati ya Kinshasa. Ce qui me permet d'agir à temps réel. Wana ezali communication et la police entre bango. Bayebi ke na landaka. Puisque il y a des fois OP na kota na masolo na bango, na lobi tel esika makambo ezo salameza bien te bo intervenir bosi lisango. Avec les numéros verts et kosunga biso lisusu makasi pour que tous ala suffisamment informés toyeba na kosungana. Ezali police na biso, eza bandeko na biso, baza na ba faiblesse et sengeli to sunga bango ba se performer pour que ba rendre service aux populations azali kozela et pas na bango. Voilà. Voilà, merci VPM. Je crois que wana pesa. Ah, eza na spectacle Ngobi Lampoi. Bon. Moyen ngai na stade na kota na makambo yo ezate. Nazali sous député provincial te mais na te yaki bato. Na ibisaki bango botika. Bio bozo sala tozana année électorale eza malamu te. Ça fait partie de l'exercice parlementaire. Nazotala mais ngai nako veiller sur le maintien de l'ordre public. Ce qui est un acte, ou les autres en assemblée provinciale, où ils allaient porter atteinte à l'ordre public, ils ont intervenir pour stopper, où ils allaient atteinte à l'ordre public. Mais l'assemblée provinciale, ils allaient toute liberté, il y a exercer pouvoir ou la constitution, ils allaient reconnaître Bango aussi longtemps que Bazo Salango conformément à l'État. Voilà, voilà, merci beaucoup VPM. Docteur Olen, Nalomango Penza, Pesabiya, Nituna Yandeko, Patrice Bot. Papa Bot. Bon, dans le but, il est Cambouali et a rappelé occasion, opportunité, à quoi la TVA est passée, mais il y a ce pays, le quoi, papa va commencer à avoir avant. Parce que dans la sécurité, il y a avant, la paix avant, santé, paix dans la maladie. Mais, au-delà de ça, il y a une chimia. Le quoi VPM à lobby, sécurité est assurée, Bolanda, Bilobela ya batute. Parce que les Cambo, ba kolobala kolongola moto motema, kolongola moto rein, et les loko ya PTT. Il faut zala na boania, na makanisi, ya kosala yango pe expertise na lingala na ebité, ce que zani nime. Boyebi, merci. Boyebi wana za boyebi mais ya mbula mon côté, ya mbula ebele. À part boyebi wana, esengeli ozala pe na bakoki ya kosala biloko yango, donc salle d'opération ya malamu, laboratoire ya malamu, et puis koyeba ke soko longoli moto eloko na nzoto na posa te oteka yango oza na ngonga mingi te ya koteka, parce que na soko longoli lokola motema obimisi yango na nzoto eumelaka te ekopola ekokufa, soko obimisi rein ekoumela pe te ekokufa. Mais aussi likambo wana mpona koyeba ke moto azali na rein ntango mosusu ezalaka na kote ya mwasi to ya mobali, soki osalaki examen te avant koyeba ndenge nini. Biso na boye soki tozali awa rein ezalaka wapi d'abord? Na nsima awa na mokongo. Mais oyebi ke concept yango ya rein na lingala yali te na ayebi nkombo ya rein na lingala rein na lingala yaka te parce que toyebaka yango te eye koyebana na nsima. Mais pour oyeba ke moto azali na yango faut osala examen lokola scanner, osala échographie. Sikoyo oyo otelemi na nzela ozwi kaka moto olimi na longola ere okuteli azalaka nango kaka moko oluki mokongo momba mpe ezalaka kuna te. Donc nalingi na rassurer bino bozala kimia, bovaki na baoccupation na bino, bolanda bilobi te, parce que wana moto nyonso avandi akomi ayebi makambo akoloba te, yango wana kokoma n'importe quoi. Lokola mokonzi mboka azali kopesa biso bakoki to assurer sécurité ya mboka, bovaki na baoccupation na bino, mende bozonga ndako avant. Alors, Namotuna Nayo, le président de la République, avait de chèques. EZF avait de chèques. Au moni na lobakawa, bokoki ko reproché biso nyonso. Mais bokoki ko reproché biso volonté à ko changer autocoutité. Makambo à justice à Congo, topé makambo nyonso tozana ngwa ezaba makambo banda kala. Parce que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, bamboule et deke belé, tu trouves ma solution à makambo te. Yo c'est sûr aux na carte verte au Zaïre. Depuis 1984, Tilelo 2023,
le président Tshisekedi a dit carte et coco ma carte ya ba congolais nyonso. Omoni, tu as solution mon a problème mon depuis 84. Donc les lots sur mon konzambo kaya et Sibino. Parce que biso a tozalaka, Université depuis 54. voilà, depuis 54, basala no misale salami wanate. Voilà. Et là qui sinini? Biso tozara discours à vérité. Le président de la République a que le kata ebisa que nyonso ezotamola balamu. Mais après Sibino une idée parce que niveau il y a responsabilisation au magistrat. Au bi que un magistrat dans le contexte de Zapassi. Leur ministre intérieur a le Mamba Kuluna. Ah, le Bakini, magistrat. Président de la République, l'air a lobby. Biso a tozo loba. Bazako se sentir nengenini. Tout ça là qui biso recrutement il y a 5000 magistrats. Parce que tout lobby photo mema renouvellement. Et nous pensons que le président Tshisekedi, quand on a makambo etali ba juste, mais makambo etali ba secteur nyonso, bota la gratuité, bota l'enseignement, bota la même francophonie. Bazé ko ça la 10 jours. Mais l'air bazé ko si là, mboka na biso ko zala na possibilité à ko yamba ba compétition internationale ya minene. Depuis 1974, quel est l'événement sportif à munene to yamba na Congo? Les autres ont la capacité d'accueil. Il y a des stades, il y a des gymnases, il y a des logements. Mungonga campagne est commune à noter. Torosel la pendabino liste. Il y a misalo nyoso biso to sali. Bakoko sope tokoloba. Pour ba Congolais, il faut voter natina. Alors, monsieur le vice-premier ministre, on va terminer cet exercice aujourd'hui. Je ne peux pas terminer sans dire merci. J'ai reçu beaucoup de messages de vœux pour mon anniversaire. Mais on ne pouvait que répondre à l'appel de la patrie parce que ce n'est pas parce qu'on est né le 10 qu'on devait ne pas venir rassurer les Congolais à travers les réponses qui ont été données ce soir par le vice-premier ministre et le vice-ministre de la Santé. Patrice Boto, Pessingai Kadote, Kaka Koloba Loba, Namoni Pe Mutua Pessingai Kado Awate. Mais merci à vous. On a fini. Merci, bonne soirée.